Un instant, c'est Yves Guasdoué qui a la parole. Merci, merci Monsieur le Président. Le texte qui nous est présenté par Monsieur le rapporteur, qui vient d'être précisé par Monsieur Gosselin, n'ayant à l'évidence aucun caractère politique, je vais me contenter d'en faire l'analyse technique pour essayer de démontrer que, en réalité, nous ne sommes pas si éloignés les uns et les autres de l'idée de sécurité juridique, de la nécessité de faire venir sur le territoire français le plus grand nombre d'activités économiques possibles et d'assurer à nos concitoyens la sécurité juridique auquel ils ont droit. Et d'ailleurs, c'est un texte qui a été tenté à de nombreuses reprises, vous l'avez rappelé, chers collègues, vous avez oublié Pascal Clément en 91, qui avait aussi tenté ce texte. Et puis le texte de 98 de messieurs Sarkozy, Debré et Douste de Blazy n'était pas exactement de même nature, puisqu'il remettait en cause le principe de l'annualité budgétaire. C'était pas exactement la même affaire. Ceci étant, je pense que ces textes ne doivent pas être favorablement accueillis au double motif qu'ils sont techniquement dangereux, difficiles à mettre en œuvre, et que par ailleurs, le but recherché est satisfait par la jurisprudence, j'allais dire convergente, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi est-ce que ce texte est difficile à mettre en œuvre? Pourquoi est-ce qu'une interdiction générale est difficile à mettre en œuvre? D'abord parce qu'il faut pouvoir, mais vous le savez tous, procéder à des lois de validation. Lorsque, pour des raisons purement procédurales, le législateur s'est trompé et que tout un pan des recettes de l'État risque de tomber à raison d'une simple erreur de procédure. Ça a été le cas en 1999, où toutes les recettes liées aux vignettes et à l'imposition sur les moteurs de plaisance ont failli tomber parce que le législateur n'avait pas suffisamment précisé ce que c'était que la puissance fiscale. Si on n'avait pas pu, en cours de procédure, prendre une loi de validation qui, évidemment, avait un caractère rétroactif, on aurait perdu des recettes qui, évidemment, devaient revenir dans le budget de l'État. Je pense que personne, ici, ne conteste cela. Il faut aussi pouvoir clarifier un certain nombre de textes lorsqu'on ne les a pas suffisamment précisés, et ça nous arrive, et que ces textes donnent lieu, à raison de l'optimisation, et l'optimisation est une chose qui est tout à fait travaillée par les cabinets fiscalistes spécialisés, lorsque cette imprécision donne lieu à une évasion fiscale. Et puis il faut aussi éviter des interprétations jurisprudentielles qui ne corespondraient pas à la volonté de la représentation nationale. Dans ce cas-là, nous ne pourrions pas le faire. Il faut aussi, monsieur le rapporteur, pouvoir neutraliser le délai qui sépare l'annonce d'une décision fiscale de sa mise en œuvre, et pas simplement pour la TVA. Je pense, là aussi, en 1999, la décision a été prise d'assujettir un certain nombre de contribuables qui transféraient leur domicile hors de France pour les soumettre à des plus-values. Ce texte a été considéré comme entrant en vigueur, si je puis m'exprimer ainsi, le jour du Conseil des ministres. S'il ne l'avait pas été, les gens se seraient organisés pour ne plus tomber sous le coup de la loi au moment où elle entrait en vigueur. C'est une évidence. Enfin, pour ce que vous n'avez pas appelé, mais qu'on en appelle la petite rétroactivité, c'est-à-dire évidemment le fait d'imposer l'année qui précède. On peut être assez d'accord avec vous, mais alors il faudra venir à une considération que nous avons eue pendant la période électorale et qui consiste à faire la retenue à la source. Et ça réglera alors le problème. Première série d'arguments. Seconde série d'arguments, je crois que le contribuable est déjà protégé.
Il l'est parce qu'il y a interdiction de porter atteinte, évidemment, à l'autorité de la chose jugée. Il l'est parce qu'il y a interdiction de sanctions plus sévères en matière fiscale. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel, depuis les années 80, renforce sa jurisprudence. Il l'est parce qu'on ne peut évidemment pas faire renaître des prescriptions qui auraient été légalement acquises. Il l'est enfin parce que le Conseil constitutionnel, mais vous le savez, vous l'avez indiqué, ne permet pas qu'il soit porté atteinte à une garantie légale des exigences constitutionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi rétroactive doit trouver son fondement dans un motif d'intérêt général suffisant. De ce point de vue-là, votre texte, s'agissant de la loi organique que vous proposez, est moins protecteur que ce que dit le Conseil constitutionnel aujourd'hui, puisque quand il dit qu'il s'agit d'un intérêt général suffisant, il entre dans la voie d'un contrôle de proportionnalité. Et je pense que votre texte est dangereux, parce qu'il pourrait être interprété comme étant moins protecteur que la jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel. Enfin, pour répondre à notre collègue Gosselin, l'Allemagne, ce n'est pas la situation. J'ai là, devant les yeux, la situation exacte en Allemagne. Et ce qui est fait de manière générale en Italie, en Belgique, aux États-Unis de manière encore plus large que nous, au Royaume-Uni et même en Espagne, correspond peu ou prou à la situation française. Je pense donc qu'il faut éviter de valider la proposition qui nous est faite, même si, bien entendu, j'ai bien compris qu'elle n'avait aucun caractère politique. Merci, monsieur le député.